Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver sur Public Sénat, édition spéciale. Cet après-midi, la rédaction se mobilise pour vous faire vivre cette situation politique inédite. La motion de censure adoptée hier, la chute du gouvernement et toutes ses conséquences politiques et parlementaires. Tout au long de cette émission, je serai accompagnée par Steve Jourdain avec de nombreuses réactions politiques à son micro. Bonjour Steve et à tout à l'heure. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Lavarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice des Hauts-de-Seine, membre du groupe LR. Également sur ce plateau, Patrick Caner, bonjour. Bonjour. Président du groupe socialiste au Sénat. Également avec nous, Claude Malhuret, bonjour. Bonjour. Président du groupe Les Indépendants au Sénat. Et enfin, Joshua Hochard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes sénateur Rassemblement National du Nord. On va débattre, bien sûr, sur ce plateau de cette situation politique, je le disais, inédite, mais d'abord un retour sur la journée politique qui a commencé par la remise officielle de la démission de Michel Barnier au président de la République Emmanuel Macron. Motion de censure le jour d'après, Jérôme Rabier. C'est une obligation quand un gouvernement est censuré. À 10h ce matin, Michel Barnier a donc remis sa démission et celle du gouvernement à Emmanuel Macron à l'Élysée. Un rendez-vous d'une heure qui pourrait bien être le dernier acte du Premier ministre, le plus éphémère de la Ve République. Emmanuel Macron a ensuite enchaîné les consultations avant son allocution programmée à 20h. Le président du Sénat et celle de l'Assemblée ont notamment été reçus. Yaël Braun-Pivet annonçant, avant de s'y rendre, ce qu'elle comptait dire au chef de l'État. Moi, je préconise qu'il procède rapidement à la nomination d'un Premier ministre. C'est important, il ne faut pas laisser de flottement. Au siège des partis, ça s'agite aussi. Les Insoumis réclament la démission du chef de l'État et une gauche à Matignon pour appliquer le programme du NFP. Côté socialiste, un courrier demande à Emmanuel Macron de réunir les chefs de parti et des groupes parlementaires et d'ensuite nommer un Premier ministre issu de la gauche, mais nuance importante, qui devra trouver des compromis avec d'autres partis. Même tonalité chez les écologistes, pour qui le chef de l'État ne doit pas se précipiter. Je pense qu'il ne doit pas nommer de Premier ministre ce soir, pour vous le dire très concrètement. Alors oui, il y a une forme d'urgence parce qu'à la fin de l'année, il faut avancer sur les questions budgétaires, mais en prenant les choses dans le bon sens. Je le redis, toute solution à l'emporte-pièce annoncée dans l'urgence ce soir serait un échec. Pourtant, beaucoup prêtent à Emmanuel Macron la volonté de nommer très vite un nouveau Premier ministre. Parmi les favoris, François Bayrou est reçu cet après-midi à l'Élysée. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, est aussi cité, mais refuse de se placer. Et à chaque remaniement, c'est à peu près... Et vous ne dites pas non? Non, moi je suis candidat à rien. Bruno Retailleau est aussi poussé par certains. D'autres citent François Barouin. Et l'hypothèse Bernard Cazeneuve est une nouvelle fois évoquée. Des pistes, mais sans aucune confirmation de l'Élysée, où Emmanuel Macron sera le seul à décider du futur locataire de Matignon, qui aura fort à faire pour ne pas être lui aussi censuré. Et on prend tout de suite la direction de la salle des conférences où Steve Jourdain se retrouve avec le président du groupe Union Centriste au Sénat, président de l'UDI, c'est Hervé Marseille. Bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Donc hier, censure du gouvernement Barnier, je regarde, le monde ne s'est pas effondré, il n'y a pas de sauterelle, pas de grêle, le CAC 40 se porte plutôt bien, finalement tout va bien. On peut dire ça comme ça. Il y a quand même deux victimes, c'est la France et les Français, parce que derrière les joutes politiques, derrière les votes, il y a quand même l'état de notre pays. Nous sommes toujours à 3 228 milliards de dettes, 160 milliards de déficit annuel. Donc une trajectoire à honorer vis-à-vis de Bruxelles, et puis un monde qui bouge. Monsieur Vous reconnaissez Trump, un échec de Michel Barnier? Où a-t-il échoué? Je pense que Michel Barnier a eu peu de temps. Il a eu 15 jours en arrivant pour préparer le budget. Il a dû faire avec une minorité qui était la moins minoritaire à l'Assemblée, mais qui était quand même minoritaire. Il ne porte aucune responsabilité. Vous dites il n'a pas eu le temps. À gauche, on dit voilà, il ne nous a pas traités. Il n'est pas venu nous voir. Il n'a pas discuté. Madame Le Pen dit la même chose. Le problème, c'est pas de savoir s'il faut apporter du chocolat, du café, des fleurs. C'était un peu l'impression qu'on avait. Oui, mais enfin, je pense que la France et le budget de la France, c'est autre chose que de traiter. Je pense que par définition, s'il a été censuré, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, prises en compte. Bon. Lesquelles? Est-ce que vous avez au moins un ou deux regrets, quelque chose qui n'a pas été fait? Oui, bien sûr. Je pense que
il aurait dû davantage faire de politique avec les groupes qui le soutiennent. Il est resté un peu... parce que c'était difficile, compliqué, un peu à l'écart, alors que je pense qu'il aurait dû, mais ce n'était pas son tempérament, s'impliquer davantage avec eux et puis rechercher davantage l'écoute des oppositions. Je dis des oppositions parce qu'on a entendu bruyamment Madame Le Pen, mais il y avait aussi les oppositions de gauche et je vois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, et notamment au Parti socialiste, il y a ce qu'on appellerait un bouger. Oui, il y a un éventuel accord de non-censure. Est-ce que vous iriez avec les socialistes? Quel va être votre rôle? Parce que le travail parlementaire est donc à l'arrêt. Qu'est-ce que vous espérez faire dans les jours, dans les semaines qui viennent? Est-ce qu'un accord de coalition avec des socialistes est envisageable pour vous? Écoutez, je crois qu'à l'Assemblée nationale, il y a 3 blocs irréconciliables. Aucun de ces blocs ne peut et ne veut travailler avec l'autre. Pour autant, j'ai lu ce qu'écrivent un certain nombre de socialistes autour de Boris Vallaud et ici avec Patrick Kanner. Je pense qu'il y a un travail à mener, un dialogue à approfondir dans l'intérêt du pays, justement, sur un certain nombre de principes, de thèmes. Donc vous ne les suivez pas, vous dites, OK, pourquoi pas? On peut y aller. C'est pas pourquoi pas, c'est même nécessaire. C'est nécessaire. Je crois que pour ce pays... Avec un Premier ministre éventuellement de gauche. Après, le président de la République va nommer un Premier ministre. Ce Premier ministre, sa première tâche, ça va être de sauvegarder le périmètre de ceux qui le soutiennent. C'est un premier point. Après, il faut élargir, c'est-à-dire écouter tout le monde, essayer de trouver ce que les socialistes appellent aujourd'hui la non-censurabilité ou la neutralité. Voilà, il faut trouver dans l'intérêt du pays. Sinon, on sait très bien que rien ne peut marcher semaine après semaine. Dernière question, très rapidement. Qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole du chef de l'État ce soir? Qui nous guide, qui nous dise où il veut mener le pays et vers quoi il veut aller, parce que c'est à lui qu'appartient le choix du nom du Premier ministre, mais ça n'est pas simplement, encore une fois, le nom d'une personne, aussi importante et pleine d'expérience soit-elle. Il faut qu'il y ait un contenu. Et le contenu, c'est la ligne politique. Quelle est la ligne qu'il doit suivre? Avec qui doit-il travailler et pourquoi faire? Merci beaucoup Hervé Marseille. On suivra évidemment la prise de parole d'Emmanuel Macron tout à l'heure, Tam. Merci beaucoup Steve. Patrick Kanner, on entend un léger bouger aussi du côté des centristes par rapport à ce que vous proposez. On va en parler bien sûr pendant cette émission, mais déjà un mot sur ce que vous attendez, vous aussi, d'Emmanuel Macron ce soir. Certains voudraient presque déjà avoir le nom d'un Premier ministre, d'autres disent non, il faut attendre, il faut une ligne. Emmanuel Macron a amené le pays dans une situation totalement improbable. Il en est le premier responsable. Une dissolution qu'on qualifie bien souvent d'irresponsable le 9 juin dernier, après les élections européennes. Il nous dit « mais je suis obligé de dissoudre parce que sinon j'aurai une censure en automne ». Non seulement il dissout, mais il a aussi la censure en automne, avec un Premier ministre qui s'est déjugé, qui a passé des accords mortifères en pensant amadouer le Rassemblement national, et il s'est fait complètement avoir, permettez-moi l'expression un peu populaire. Donc l'apprenti sorcier, le pompier pyromane, j'ai envie de dire l'arroseur arrosé, c'est un mélange de tout ça, Emmanuel Macron. Il faut avancer maintenant, Patrick Kanner. Il faut avancer. Bon, je n'attends pas grand-chose ce soir de son intervention, mais je risque d'être déçu. Vous en attendez quelque chose, Claude Maluret, pour ne pas être déçu? Oui, j'en attends, à mon avis, comme tout le monde, quelque chose. C'est pas, mais comme quoi, le dit Patrick Kanner, d'ailleurs, ligne? c'est pas le nom que j'attends. C'est pas le nom que j'attends. J'attends de sortir de la situation de crise, ou en tout cas de commencer à nous donner des pistes pour sortir de la situation de crise, que certains ont l'air de ne pas comprendre, en disant « c'est circuler, il n'y a rien à voir, cette motion de censure, c'est pas grave, il n'y a pas de shutdown, ça va bien marcher, etc. » Vous dites non, vous dites c'est inquiétant. Je dis nous sommes dans un pays où il n'y a pas de budget, où il n'y a pas de gouvernement, où il n'y a pas de majorité, et où certains appellent maintenant à la démission du président de la République. Il ne manquerait plus que ça. Donc si vous pensez qu'on n'est pas en crise, regardez la presse internationale, regardez ce qui se dit dans les journaux du monde entier. Les unes sont faites sur la crise politique en France. Donc nous sommes dans une crise. Et je l'ai dit il y a quelques jours, et je le redis aujourd'hui, même si le CAC 40, comme vous dites, n'a pas baissé, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Moi, je pense qu'on est en crise et que ça va se voir de plus en plus. Je pense que depuis ce matin, des tas de gens, y compris chez les électeurs des partis qui ont voté la motion de censure, sont en train de se dire « mais qu'est-ce qu'on a fait Est-ce que c'est pas le môme à qui on a dit « n'allume pas ce pétard », qu'il allume et qui se brûle les mains
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Donc, j'attends que le président de la République nous donne les pistes. Et là où je suis d'accord avec Patrick Kanner, ce n'est pas le nom qui compte, c'est de savoir, dans cette absence de majorité que nous avons depuis un certain nombre de mois, comment faire pour, par responsabilité, faire en sorte qu'il y ait de la... C'est ce que nous disons depuis toujours, depuis la droite modérée jusqu'à la gauche républicaine, un accord qui permette au moins de ne pas avoir, d'éviter d'avoir une majorité pour une nouvelle motion de censure. Sur quelques mesures, on ne va pas faire des miracles, mais sur quelques mesures prioritaires, et d'abord le budget. Et puis ensuite, voilà ce que j'attends du président de la République. Vous êtes d'accord, Christine Lavarde, vous êtes prête à travailler, du coup, de LR jusqu'à la gauche modérée? Ça pourrait être cet accord de non-censure qu'on entend de part et d'autre maintenant? Non, mais je suis complètement d'accord avec les propos du président Malhuret. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise. Certains ferment les yeux, pensent que parce que le 440, soi-disant, dévie moins, il faut quand même regarder l'évolution. Ça s'est maintenu hier. Non, mais enfin, ça s'est maintenu. Pourquoi? Ça s'est maintenu moins bien que les autres indicateurs européens. Et pourquoi est-ce qu'on est plutôt dans une tendance haussière? C'est pas du tout lié au contexte économique français. C'est lié aux annonces qui ont été faites sur le marché américain, qui ont des répercussions sur le marché boursier européen. Et juste, regardons par contre l'évolution entre le CAC, donc l'indice français, et l'indice allemand depuis la dissolution. Et là, on va voir que où on était quasiment dans une évolution paritaire entre les deux indices avant juin, aujourd'hui, on a un écart qui augmente de jour en jour entre les deux indices boursiers, alors même que la situation... Donc vous alertez, vous dites les marchés financiers nous surveillent. J'alerte. Et ça pourrait... Et puis après, il faut aussi prendre en compte que les évolutions du CAC, elles réagissent aussi à très court terme, que là, comme il n'y a pas de budget, il n'y a pas de taxes supplémentaires sur les entreprises, donc il y a un signal aussi de réaction du marché. Mais de toute façon, les marchés financiers, ils avaient anticipé la situation française depuis juin, et depuis juin, on est en train de dévisser par rapport à nos autres partenaires économiques. Et après, ça va aussi avoir des répercussions sur tous les Français, avec l'euro qui est en train de décrocher par rapport au dollar. Donc on est dans une période d'urgence. Effectivement, la sagesse voudrait qu'on commence par constituer un programme de gouvernement avant de décider qui rentre dans le gouvernement pour connaître les lignes rouges de chacun. Mais sauf qu'on n'a pas 2 ans. On n'a pas le temps, quoi. Donc il faut le faire vite. On n'a pas de budget. Enfin, au 1er janvier, on n'aura pas moyen de payer ni les retraites ni les fonctionnaires. Enfin, on a quand même une urgence devant nous. C'est faux. On a une urgence. Joshua Auchard, parce que vous êtes cet enfant qui a vu un pétard lui péter entre les doigts, comme vient de le dire Claude Malhuret également. 37% des électeurs du RN pensent ça. Non, je pense plutôt les sondages 75 mois, on a des retours depuis ce matin de nos électeurs qui, pour certains, effectivement, nous demandent les raisons de la censure, et en leur expliquant ça fonctionne très bien. La majeure partie sont satisfaits, la majeure partie attendait cette motion de censure du gouvernement qui a dirigé la France, qui a tenté de diriger la France sans rien écouter. Et on peut être favorable à la censure, mais inquiet sur les conséquences. Ça, c'est possible je pense aussi. qu'effectivement, la période qui s'annonce va être tumultueuse, mais on va avoir une loi d'exception, on va avoir un budget pour 2025, et tout va bien aller. Les premiers responsables de ça, au-delà du président de la République, c'est les partis qui sont aujourd'hui autour de cette table et qui ont fait, au mois de juin-juillet, une alliance contre nature. Ceux qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord à l'Assemblée nationale, ce sont ceux qui ont allié leur voix pour faire élire Gérald Darmanin, pour faire élire Raphaël Arnaud. Les voix de la France Insoumise, du NFP, se sont mêlées aux voix des macronistes, aux voix des républicains. C'est ça l'instabilité qu'on a aujourd'hui, et cette Assemblée nationale, ce pays ingouvernable. Sinon, on aurait été à la majorité absolue, ou très proche de la majorité absolue. Là, vous fustigez le Front républicain. Mais je fustige effectivement tous ceux qui ont mêlé leur voix pour faire élire leur qui peut être la base de l'accord de non-censure dont on commence à parler. Je pense qu'il n'y aura pas d'accord de non-censure. On dirait à la gauche, et la France Insoumise n'est pas d'accord avec le Parti Socialiste et n'arrête pas de le dire. Parce que pour le Rassemblement national, voter une motion de censure avec LFI, c'est pas une alliance contre nature. Pas du tout, il n'y a pas d'alliance avec la France Insoumise. L'objectif était de faire tomber le gouvernement, pas comme les Républicains qui ont voté la même motion de censure en 2018 également. Et nous, on n'a pas prêté nos voix à la France Insoumise. Nous, on n'a pas permis à un fichier S d'être élu à l'Assemblée nationale, ni à Elisabeth Borne d'y retourner. Alors justement, puisque vous parlez de la motion de censure, je vous propose que l'on refasse un petit peu le film. On va revoir ce moment où Yaël Braun-Pivet a annoncé hier l'adoption de la motion de censure. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Emmanuel Macron, revenant sur cette motion de censure, ce sont des propos rapportés, aurait dit extrême droite, extrême gauche et Parti socialiste qui, en inventant le front anti-républicain, jouent contre leur pays. Il a parlé aussi d'une coalition des irresponsables qui doit assumer ses responsabilités devant les Français. Que lui répondez-vous, Patrick Kanner ? Je réponds que c'est la preuve d'un cynisme absolu quand on sait que comment l'histoire retiendra les 2 quinquennats de M. Macron. M. Macron laissera le pays dans une situation, en tout cas s'il devait s'arrêter aujourd'hui, ce que souhaite mon collègue à ma gauche. On a bien compris que vous ne vouliez pas qu'on vote votre motion de censure, ça on l'a bien compris. Il est clair que nous ne demandons pas la démission de M. Macron, il est élu légitimement. Le NSP la demande. On ne veut pas rajouter... Le NSP la demande. Attendez. La France insoumise le demande encore. Monsieur Auchard, écoutez, je vous laisse parler, il faut être clair. Écoutez, vous allez voir, vous allez prendre beaucoup. Moi, je considère que nous devons laisser M. Macron décider de lui-même s'il souhaite rester ou pas. C'est sa responsabilité et nous n'appelons pas à la démission de M. Macron. Même si nous avons beaucoup de choses à lui reprocher, il laissera le pays dans une situation improbable sur le plan économique, sur le plan social, un développement des inégalités sans précédent dans ce pays et une situation donc institutionnelle particulière, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Donc, quand il estime que vous avez constitué un front anti-républicain, qu'est-ce que vous lui répondez sur ce point ? Nous sommes l'opposition. Nous considérons que le bilan est mauvais. Nous avons considéré que ces lois de financement, sécurité sociale et pour l'État étaient mauvaises. Un passage en force avec le 49.3 et la Constitution nous donne quoi comme moyen pour réagir? La motion de censure. Donc, ou bien on considère qu'il n'y a plus de Parlement, qu'il n'y a plus de Constitution, permettez à l'opposition qui a marqué clairement ses choix différents pour les budgets de dire nous ne sommes pas d'accord, il y a un passage en force, nous utilisons les moyens que nous donne la Constitution. Donc c'est une forme de forfaiture, et moi je pèse mes mots aussi par rapport à M. Macron, de dire que l'opposition finalement était trop loin par rapport aux droits que lui donne la Constitution. Christine Lavarde, l'opposition a été dans son rôle, et est-ce que le péché originel, on a commencé à en parler, ce n'est pas d'abord la dissolution et ce qui s'est passé au mois de juin dernier ? On peut revenir sur la dissolution. Après, à titre personnel, moi, je pourrais dire aussi qu'on pourrait repenser à ce qui s'est passé en juin 2022. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, certains, prendre nos responsabilités et rejoindre, en fait, un socle commun qui aurait déjà dû exister dès 2022 et qui aurait permis, en fait, l'existence d'une majorité absolue face à 2 extrêmes qu'on rejette. D'un côté, la France insoumise, d'un côté, le Rassemblement national, pour au moins permettre à notre pays d'engager des réformes structurelles qui sont indispensables. Et quand j'entends les raisons pour lesquelles la France insoumise et le Rassemblement national ont censuré le gouvernement sur le budget le financement de la sécurité sociale, mais j'ai envie de leur demander, c'est quoi vos propositions ? Aujourd'hui, vos seules réponses, il y avait des propositions de la gauche, seule réponse à l'impasse budgétaire, c'est plus d'impôts, plus de taxes. Regardons juste un tout petit peu en arrière ce qui s'est passé sur l'année 2024 et pourquoi notre déficit a continué de se creuser. C'est uniquement parce qu'on a eu moins de recettes qu'escompté. Donc aujourd'hui, on a un problème de rentrée des recettes et on l'a toujours dit, l'impôt tue l'impôt. Donc, par contre, vous n'êtes jamais prêt à faire la moindre économie. Dès qu'on commence à s'attaquer à une politique publique, elle a toujours sa justification. Vous avez cautionné 58 milliards de pertes de recettes fiscales en moyenne depuis le début des quinquennats de M. Macron. 58 milliards. Et ces 58 milliards, c'est la compétitivité de nos entreprises. Vous avez cautionné la perte de la recette de la taxe d'habitation. Non, c'est faux. Vous ne pouvez pas me dire ça. Attendez, vous ne pouvez pas me dire ça. Ma première question au gouvernement, au Sénat, en l'octobre 2017, justement, remettait en cause cette suppression de la taxe d'habitation. Vous considérez finalement que tout passera par le bien-être des entreprises. Je crois aussi au bien-être des entreprises. J'ai appartenu à un gouvernement qui a créé le CICE. On a vu ce que ça donnait. Voilà. Non, attendez. on a vu les résultats. Et c'est un gouvernement qui a fini son mandat à 3% de déficit. Nous étions dans les clous de Maastricht. Vous le reconnaissez ? Même chose que le score électoral. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes à 6,5. Mais nous avons récupéré un gouvernement que vous avez soutenu avec M. Sarkozy qui avait ramené le pays à 5,2%. Oui, alors après, avec une crise de 2008 exceptionnelle dans son ampleur. Bon, on va pas revenir jusqu'à 2008. Mais sur les entreprises, moi, je vais vous montrer quelque chose. Decathlon, oui. Oui, vous en pensez quoi ? 1 milliard d'euros que se mettent dans la poche les membres de la famille Mullier, d'un côté, et qui ferment 2400, qui vont supprimer 2400 emplois chez Auchan. Vous croyez que ça, c'est moral ? C'est obscène, Madame Lavarde. Et donc, je crois aux entreprises, mais je ne crois pas
au flux et du ruissellement en leur direction sans contrôle. On va recentrer sur la motion de censure. Une motion de censure que vous avez jugée irresponsable. Ce sont vos mots, Claude Malhuret. Pour quelle raison? Et je réponds en même temps à la question que vous posiez précédemment. Mais c'est la même. On est en train d'assister à la victoire provisoire, je l'espère, mais à une très grande victoire de cette secte gauchiste dirigée par un gourou colérique qui est en train, depuis le 7 octobre, de verser en plus dans l'antisémitisme et dans l'islamisme. Il a réussi, à l'occasion... C'est plus la victoire de LFI que du RN, par exemple, ou que d'autres forces de la gauche? Cette secte qui, depuis 2022, et bien avant, mais elle n'en avait pas les moyens, est en train de bordéliser l'Assemblée nationale, est en train de tout conflictualiser, est en train de discréditer les institutions de la Ve République, dont ils veulent la fin. Ils veulent la fin de la démocratie et des institutions et des gouvernants et des responsables de la Ve République. Ils veulent le chaos. Ils sont en train ils ont fait un pas considérable dans cette, après avoir semé la confusion à l'Assemblée nationale. Ils viennent avec cette motion de censure de faire franchir un pas considérable en convainquant à la fois le Front National qui trouve là un moyen assez facile de détourner l'attention de ses ennuis judiciaires et qui montre aujourd'hui que sa dédiabolisation et les députés cravatés, c'était que du bidon, mais que c'est aussi un parti extrême qui recherche la crise. Et ce qui me navre, et j'espère justement que l'avenir, peut-être à court terme, permettra de remédier à ça, c'est que le Parti socialiste, depuis les dernières élections législatives, se soit laissé enfermer dans cette, par ce gourou. Et malgré cela, vous seriez prêt à travailler avec le Parti socialiste qui s'en détache ? Et qu'aujourd'hui, il vote cette motion de censure qui fait exactement le jeu de celui qui veut la crise dans le pays. Maintenant, le problème, c'est de s'opposer à cette crise, de redevenir sérieux, de rediscuter ensemble, et encore une fois, de dire que mon point de vue, c'est que la seule façon d'en sortir, c'est que de la droite modérée à la gauche républicaine, nous arrivions enfin à faire un socle minimum qui permette d'éviter une prochaine motion de censure. Sinon, c'est la crise à répétition et ce sera encore plus la victoire de LFI. Est-ce que vous avez abandonné la stratégie de la cravate à travers cette motion de censure, Joshua Hochar? Pas de cette stratégie de la cravate. Moi, personne m'a demandé de mettre une cravate aujourd'hui pour venir débattre, pour venir au Sénat. Ça, c'est les centristes qui essaient de nous diaboliser en permanence. Maintenant, j'ai l'impression, j'étais sur votre plateau il y a 3 mois, pendant la dissolution, j'ai l'impression qu'on a exactement les mêmes débats. Alors on est peut-être retour à la case départ. Le PS essaye encore une fois de faire, alors c'est un nouveau nom, le pacte de non-censure. Déjà, M. Caner en parle. Il ne souhaite pas la démission d'Emmanuel Macron, alors que les représentants du nouveau Front populaire, les plus importants, la France insoumise, réclament à corps et à cri la démission nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est souvent où les sénateurs du Parti socialiste ne sont pas d'accord avec ceux de la France insoumise. Mais c'est tout ça qui mène au chaos. Et puis demain, on a un Premier ministre du nouveau Front populaire. Pour gagner quoi? Qui? Les vieux démons du Parti socialiste avec Mme Ségolène Royal qui revient aujourd'hui. Et on met Raphaël Arnaud au ministère de l'Intérieur, Sébastien Delogu à l'enseignement, Mme Rousseau à l'agriculture. Quel gouvernement derrière avec le nouveau Front populaire? Je pense que tout ça s'annonce très compliqué. Il va nous falloir un Premier ministre qui est capable de parler avec l'ensemble des partis politiques, de la majorité et de l'opposition. Visiblement, ce que les 3 personnes autour de la table refusent de faire. Sans le Rassemblement national, rien ne passera. Patrick Caner, est-ce que vous accepteriez, et bon, c'est vrai que le groupe socialiste au Sénat a une ligne tout à fait particulière sur ce sujet, mais de complètement vous détacher de la France insoumise et de faire un accord avec le centre, les macronistes, et que ça aille jusqu'à LR? Écoutez, nous avons écrit tout à l'heure au président de la République, votre serviteur, mais aussi Boris Vallaud et Olivier Faure. Donc, 3 autorités du Parti socialiste qui estiment qu'il nous faut sortir de cette crise, parce que c'est bien de faire le commentaire d'avant, mais il faut aussi essayer de ne pas faire de la politique en regardant son rétroviseur en permanence, même s'il faut avoir de la mémoire. Et nous lui disons, mais Monsieur le Président, vous avez tenté un coup à droite, ça a échoué, lamentablement, parce que vraiment, malgré la dignité qui est réelle de M. Barnier, on ne peut pas dire que cette expérience aura été un succès. Et je pense aussi d'ailleurs au passage à mes collègues sénateurs qui étaient devenus ministres. Bon, voilà. Donc, 9 sénateurs. La vie politique n'est pas simple. Et nous proposons de nous réunir. Je n'ai pas de réponse à ce stade. Et là, je suis d'accord avec Mme Lavarde. Enfin, d'accord, elle a dit qu'il fallait aller vite. Mais moi, je pense qu'il faut prendre un peu de temps pour essayer de bâtir les conditions de cette formule de la non-censure, sous réserve que le Premier ministre,
quel qu'il soit, ne puisse pas utiliser le 49.3, ne veuille pas utiliser le 49.3. Et nous pensons, nous, que la logique voudrait que ce soit plutôt aujourd'hui une barre à gauche qui permette de dégager cette majorité, je ne dirais pas ponctuelle, mais en tout cas, nous savons qu'il y aura potentiellement une dissolution le 8 juillet prochain. Première date possible. On peut travailler texte par texte sur un socle minimal pendant quelques mois. De rassurer le pays. Et je me refuse aujourd'hui, Monsieur Hochart, je me refuse aujourd'hui à dire aux Français que voilà, les fêtes qui arrivent seront catastrophiques, que les rayons seront vides, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous allons voter, Madame Lavarde, comme moi, comme Monsieur Maluret et sûrement Monsieur Hochart. Nous allons voter la loi spéciale avant le 21 ou le 22 décembre qui permettra à l'État d'avoir ses recettes pour financer la Sécu et financer. Et après, nous aurons un nouveau projet de loi de finances en espérant qu'il y aura là je dirais, ce bon sens qui permettent de sortir le pays de la crise dans laquelle des mauvais choix ont été opérés. On voit ici l'expérience de M. Caner dans les débats qui en fait n'a pas répondu à la question. La question c'était est-ce qu'il est prêt à se détacher de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon pour constituer une alliance? Et par-dessus tout la question, est-ce que demain vous êtes prêt à perdre vos circonscriptions face à la France Insoumise? Parce que c'est là le réel enjeu, je pense, pour le Parti Socialiste de ne pas autant s'afficher, c'est de perdre vos circonscriptions. L'intérêt de la France, l'intérêt de nos concitoyens est largement supérieur. Vous ne le montrez pas suffisamment face à la France Insoumise. Vous le montrez pas suffisamment. C'est plus facile pour moi, sénateur, de dire que j'ai pas il faut le dire. On n'a pas de dissolution et on n'est pas élu au suffrage universel direct. En tout cas, les députés socialistes ne montrent pas suffisamment. L'intérêt de la France est bien supérieur aux intérêts individuels de tel ou tel député. Et je pense que nous sommes, et chacun peut le reconnaître, un parti de gouvernement, un parti d'action, de responsabilité. Voilà. Non, c'est pas si longtemps. Il y a quand même longtemps. Enfin, vu les temps dans lesquels on a mis, on s'en souvient bien, mais il y a quand même assez longtemps que je ne suis plus un parti de gouvernement. Vous comme les Républicains d'ailleurs. François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve ont montré... on s'en souvient bien, oui. Malheureusement, on s'en souvient bien. Oui, mais attendez, monsieur. Dans la pire période que nous avons connue depuis les événements de la guerre d'Algérie, et ce pays a été frappé par les attentats, et ce pays a tenu. Et en même temps, nous n'avons pas touché aux droits sociaux, et en même temps, nous avons rétabli les comptes de la nation. Il va falloir l'expliquer aux Français, parce que vu vos scores à chaque élection, il va falloir l'expliquer aux Français, M. Caner. Ce quinquennat sera réhabilité, malgré vous. Il va falloir l'expliquer aux Français, M. Caner. Allez, on va retourner salle des conférences. On va retrouver Steve Jourdain, qui est à présent avec le président du groupe écologiste, c'est Guillaume Gontard. Bonjour Guillaume Gontard. Bonjour. Merci de répondre à mes questions. Lendemain du vote de la censure du gouvernement Barnier, quel est le sentiment qui domine aujourd'hui? Vous avez le sentiment du devoir accompli? Surtout le sentiment de l'inquiétude, de la gravité, parce que oui, il y a eu une censure qui était attendue, qui aurait pu le prédire. Je pense qu'on l'avait prédit, on le savait dès la nomination de Michel Barnier, dès ce choix du président de la République. On l'avait signalé, on était plusieurs à dire que ce gouvernement ne tiendrait pas plus que quelques semaines, tout simplement. Donc vous dites en fait, vous avez travaillé pour rien sur le budget, puisque vous dites que de toutes les façons, dès septembre, vous saviez que ce gouvernement devait ou allait tomber. C'est une évidence dans les orientations de ce gouvernement. Que ce soit le président de la République, que ce soit Michel Barnier, ils ont fait le choix de se mettre dans la seringue du Rassemblement national. Et on l'a vu. Michel Barnier, à aucun moment, on a rencontré Michel Barnier à 2 reprises. On lui a fait des propositions. À aucun moment, il n'a été de notre côté. Il a essayé de trouver une voie ou une autre voie. Non. Il est allé, il a donné des gages jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière limite, jusqu'à son intervention à l'Assemblée nationale, des gages au Rassemblement national. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Et si on recommence la même chose, j'ai beaucoup d'inquiétudes, effectivement. Vous parlez du Rassemblement national. La gauche a voté avec le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est un moment historique? Non, la gauche n'a pas voté avec le Rassemblement national. La gauche a fait tomber un gouvernement illégitime, a fait tomber, parce qu'il faut rappeler, pourquoi il y a une censure? Parce qu'il y a un 49-3. Parce qu'il n'y a pas de majorité, parce qu'il n'y a pas de majorité, parce qu'il n'y a pas de majorité sur un budget. C'est ça la réalité. Et donc la gauche a fait quoi? A fait tomber un gouvernement qui n'avait pas de majorité et surtout a mis un point d'arrêt à un budget qui était dramatique, était dramatique pour les Français, qui était dramatique pour les collectivités, qui était dramatique pour notre économie, qui ne répondait pas aux enjeux écologiques, aux enjeux sociaux. L'homme de gauche que vous êtes, vous n'êtes pas un peu gêné quand même d'avoir dû récolter ces voix du RN pour faire tomber un gouvernement? Non, moi je suis gêné par ce qui s'est passé.
par l'orientation qui a été donnée à Michel Barnier, par ses gages pour la première fois. On a un courrier avec l'entête du Premier ministre, avec liberté, égalité, fraternité, qui cite nommément Marine Le Pen en lui disant tout le bien qu'il pouvait penser d'elle et comment il fallait qu'ils travaillent ensemble. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il était nécessaire de mettre un coup d'arrêt. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que l'on fait? La suite. On a besoin de rassurer. On a des Françaises et des Français qui ont besoin de savoir où on va. Eh bien, nous, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité des écologistes. C'est la responsabilité de la gauche. Et de revenir à une élection. On a eu le nouveau Front populaire qui est arrivé. Législative. Oui, une élection législative. Ouais. On sait qu'on est dans un moment, dans un temps provisoire. Vous n'appelez pas une élection présidentielle anticipée, vous? Non, ce n'est pas le temps. On sait qu'on aura... C'est ce qui est d'ailleurs inédit. D'habitude, le président de la République, quand il y a une dissolution, quand il y a une censure plutôt, il a le choix de la dissolution. C'est-à-dire qu'il peut revenir devant les électeurs. Il a déjà usé sa cartouche. Donc on est dans une situation inédite. Face à une situation inédite, il faut qu'on ouvre et qu'on réfléchisse comment on peut créer une plateforme de gouvernement autour évidemment des idées du nouveau Front populaire, mais surtout autour du front républicain et d'avoir un gouvernement provisoire qui permette ça. Dernière petite question, Guillaume Gontard, qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir? Rapidement, s'il vous plaît. Je dirais que je n'attends pas grand-chose. Ou peut-être qu'à un moment donné, une espèce d'espérance, puisqu'on l'attend depuis 7 ans, qu'il enfin comprenne les choses, qu'il comprenne ce qui se passe dans ce pays, qu'il comprenne et qu'il fasse un choix, responsable, notamment par rapport à ce qu'ont décidé les Français, par rapport à ce qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui, par rapport à l'équilibre politique. Et ce choix, il est simple. Soit il décide de continuer et de poursuivre sa route mortifère avec le Rassemblement national, soit il ouvre une porte, une autre voie sur un gouvernement provisoire qui puisse permettre de travailler ensemble. Et pour moi, il y a quelque chose qui rassemble les Français, c'est la justice fiscale, la justice sociale. Et je pense que là, on peut trouver un vrai accord. Le message est passé, on verra si le chef de l'État vous entend. Merci beaucoup, Guillaume Gontard, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Claude Malhuret. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du président du groupe écologiste? Il propose donc un gouvernement provisoire. Est-ce que vous y êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à travailler pour trouver des sujets qui peuvent réellement faire consensus? On ne parle pas d'un accord qui durerait toute la vie, mais au moins jusqu'à l'été prochain. Moi, je voudrais d'abord dire que c'est très éclairant ce que dit le président du groupe écologiste. Très éclairant. Il a commencé à répondre à la question de votre collègue en disant « Je suis très inquiet. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, je suis très inquiet. » Enfin, il a voté une motion de censure hier avec ses partenaires dans l'irresponsabilité la plus totale, en ne sachant pas ce qui allait se passer. Et le lendemain, il vous dit « Je suis très inquiet ». Il a voté une motion de censure dans l'irresponsabilité la plus totale avec le Rassemblement national. Est-ce que demain, il est possible que les deux principaux partis qui ont voté cette motion de censure forment un gouvernement commun? Bien évidemment, non. Tout le monde le sait, c'est du b.a.-ba. Il y aura pas, par conséquent, cette motion de censure a été votée par une alliance de forces qui ne sont pas capables de s'unir. Elles sont totalement opposées pour demain constituer un gouvernement et fixer un programme. Elle était capable de s'unir pour faire tomber un gouvernement. C'est pour ça que je disais, et c'est pour ça que je vois bien à quel point Guillaume Gontard est mal à l'aise, parce qu'il ne peut pas justifier cela. Quand on vote une motion de censure, par exemple en Allemagne, c'est même constitutionnel. Il faut avoir une proposition d'un gouvernement pour remplacer le gouvernement. Et ça, c'est responsable. Mais cette motion de censure-là, votée par des gens qui ne peuvent pas demain gouverner ensemble, c'est totalement irresponsable. Alors je le dis, je réponds maintenant à la question que vous me posez. C'est ce que j'explique, pas depuis hier, mais depuis des mois, en disant il faut un accord minimum sur un programme minimum entre les forces démocratiques contre les extrêmes pour éviter qu'il puisse y avoir demain une majorité pour une nouvelle motion de censure. Vous allez pouvoir travailler avec le Parti socialiste, donc vous venez de critiquer très sévèrement sur cette motion de censure, par exemple. Et le président de mon parti, Édouard Philippe, le dit depuis des mois, nous sommes prêts à participer à un gouvernement et une majorité, ou une majorité relative, avec toutes les forces démocratiques, depuis la droite modérée jusqu'à la gauche républicaine. On le répète sans cesse. Et il se trouve qu'aujourd'hui, à la fin de cette motion de censure, au lendemain de cette motion de censure, ce qu'on explique depuis des mois, c'est probablement ce qui est en train d'apparaître comme la seule solution, pas une solution géniale, pas un miracle, mais comme la seule solution
pour ne pas avoir toutes les conséquences d'une instabilité politique majeure à l'international et pour les Français. Donc bien entendu que je pense que petit à petit, la sagesse est en train de venir. Encore une fois, ça ne sera pas miraculeux. Vous êtes réunis ce matin avec Édouard Philippe. C'est tout cela aussi qui est ressorti encore? C'est de cela que vous avez discuté ensemble? Oui, bien sûr, mais là-dessus, la discussion est rapide. Ça fait des mois qu'on est d'accord là-dessus, ça fait des mois qu'on le dit ensemble. Donc nous, notre analyse, elle vient juste d'être confirmée par ce qui vient de se passer. On a vu dans votre lettre, vous dites, nous vous demandons, vous vous adressez au président de la République, nous vous demandons solennellement de recevoir ce jour les chefs de parti, les présidents de groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant participé au Front républicain. Vous n'avez pas eu de nouvelles? Écoutez, je vais ouvrir mon téléphone. Non. Non. Vous n'en entendez pas vraiment. Mais le seul problème, je ne veux pas vous faire d'indiscrétion, mais quand on écrit plusieurs fois, Michel Barnier ne nous a jamais répondu, on écrit plusieurs fois aussi à Emmanuel Macron, il ne répond pas, ils ont peut-être un problème de cabinet. J'ai des bons noms à leur passer pour dire qu'il faut savoir au moins accuser réception de courrier. Non, je pense que nous n'aurons pas de réponse. Je le regrette parce que Monsieur Macron avait instauré toute une série de consultations. Il y a eu le grand débat, il y a eu les conventions citoyennes, et puis la dernière en date, c'était le conclave de Saint-Denis. Enfin, rencontre de Saint-Denis. Les rencontres de Saint-Denis, oui. Voilà, le conclave, à la limite, ça va bien à Saint-Denis. Donc il savait prendre l'initiative. Il sait vous réunir, normalement. Et là, c'est nous qui lui demandons de réunir finalement ce format Saint-Denis avec les présidents de groupe qui là n'étaient pas associés à l'époque, parce que je crois que ça mérite qu'on discute de la situation. C'est vrai, Claude Malhuret a raison de dire, c'est une situation incroyable. Elle pourrait être dangereuse pour le pays si elle perdurait. Donc il y a là la volonté de gens raisonnables de dire mais réunissez-nous pour qu'on puisse en discuter et voir ce que vous avez, excusez-moi, mais dans le ventre et dans la tête, Monsieur le Président de la République, parce que vous n'êtes quand même pas pour rien dans ce qui est en train d'arriver au pays. Il n'est pas pour rien. Il est même le bouton c'est lui le bouton qui a été déclenché. Donc on a besoin de ce dialogue direct. Après, il ne nous répond pas. Et nous verrons bien de qui sortira du chapeau présidentiel le moment venu. Mais discuter n'est pas perdre son âme. Remarquez, vous lui avez envoyé la lettre il y a 3 heures. Vous allez peut-être lui laisser quelques heures encore. Il a eu une journée assez prenante apparemment. Il a beaucoup consulté. Il a vu François Bayrou au déjeuner cet après-midi. Il a vu Gérard Larcher, Yael Braun-Pivet. Nous sommes prêts. Moi, je suis prêt après notre émission à aller le voir avec mes collègues. Aucun problème. Joshua Auchard, l'objectif de cet accord, c'est de faire un accord sans vous, bien sûr. C'est ça. De tout ça transpire effectivement l'idée politique d'exclure le Rassemblement national et d'exclure par là les 11 millions d'électeurs qui nous ont fait confiance à la dernière élection. C'est-à-dire le premier parti politique de France. On tente aujourd'hui de l'exclure. Le gouvernement Barnier a fait des concessions sur les demandes de Marine Le Pen. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est un Premier ministre qui, effectivement, fait des concessions avec l'ensemble des partis politiques et notamment le Rassemblement national. Nous étions la seule concession qu'il n'a pas faite et qui était pour nous une ligne rouge, c'est la désindexation des retraites. Elle a été présentée en dernier par Marine Le Pen. Il avait quand même cédé à beaucoup de choses auparavant, Joshua Auchard, le gaz, l'électricité. C'était nécessaire, l'électricité uniquement et le déremboursement des médicaments, la désindexation des retraites. Ça fait 3 sur 4 lignes rouges quand même. Marine Le Pen, c'est Mary Poppins. Vous savez, le sac, là, à chaque fois on sort. Mais c'est surtout que c'était à tous. À part au groupe central, mais c'était la ligne rouge des Républicains en juin, c'était la ligne rouge de tout le monde. Donc on pensait qu'on allait être suivi sur la désindexation des retraites, mais non, finalement, face à Emmanuel Macron, les Républicains ont préféré tendre le bras. Et donc c'est ça qui s'est passé en fait. C'était la ligne rouge de tout le monde, et quand on arrive au moment du vote, Gabriel Attal, parce que c'était un des soutiens de Michel Barnier, non, mais il lui soufflait à l'oreille de ne pas négocier avec le Rassemblement national. Je pense que c'est une erreur aujourd'hui de ne pas négocier avec le premier parti politique de France. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose après, de toute façon, Joshua Auchard, une autre demande, puisque si on refait le film, est-ce que ce n'était pas l'objectif de faire aussi une censure politique, un moment où vous aviez envie d'une accélération de l'histoire? Claude Malhuret a aussi parlé de ce qui s'est passé avec le procès des assistants parlementaires. Au-delà des alliances des partis politiques, c'était la voix des Français. On a présenté un contre-budget sérieux, avec plus de 40 milliards d'euros d'économie. Encore j'entends sur ces bancs qu'on n'a pas rien de proposé de sérieux. Même Michel Barnier a reconnu que notre contre-budget était sérieux. Maintenant, on avait sur le contre-budget beaucoup de mesures. On avait 3 lignes rouges sur ce budget. Les médicaments, l'annulation de la hausse des taxes sur l'électricité et la désindexation des retraites. Je pense que c'est ce que l'ensemble des Français
attendez dans ces mesures. On avait en face de ça des mesures d'économie sur l'aide publique au développement, sur l'AME, sur plein de mesures. On avait des pistes d'économie. On n'a pas été, on n'a pas été entendu. Bidon. Le problème, c'est que vos économies étaient des fausses économies. Dire on va tout régler parce qu'on va supprimer la fraude, c'est pas la fraude qui va changer les milliards et les milliards. Oui, il y en a quand même beaucoup. Et sur la fraude, qui est estimée, non, on n'avait que 10 milliards. C'était à peine 10% du montant estimé de la fraude. Donc je pense qu'il faut peut-être s'y attarder et ne pas oublier que la droite et le bloc sénatorial au Sénat, en fait, ne dirigent pas la France, parce que le Sénat, c'est un peu un microcosme, notamment au Sénat, où vous avez refusé tous l'ensemble de nos amendements qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Vous les sénateurs de droite et du bloc central dirigeaient encore la France. Le Sénat reste un microcosme de droite et du bloc central, loin des préoccupations des Français. Christine Lavarde. Votre réponse à Joshua Hochart, qui estime que la droite sénatoriale est très loin, était un non, mais la droite sénatoriale, elle essaie d'être responsable et de voir les défis en fait qui s'ouvrent devant notre pays. Et quand j'entends dire qu'on ne peut pas toucher aux retraités, enfin regardez, lisez juste les dernières études économiques sur le niveau, déjà suffisamment touché, hein. Sur le niveau de vie des retraités, sur l'écart qui va aller croissant et sur le fait que si aujourd'hui on ne fait rien, demain notre système de retraite ne sera plus financé, que les pensions de retraite seront beaucoup plus faibles. Et aujourd'hui, oui, mais ça s'est révélé faux. C'est faux. Regardez la réforme de retraite s'est révélée faux, c'était financé. Regardez les travaux du... Non, la réforme de retraite, on a tellement reculé que regardez les travaux du corps de juin 2024 qui montrent que dès l'année 2024, le système n'est plus équilibré et que le coût de la réforme en point de PIB, ce qui manque, ne va que croissant. Donc aujourd'hui, il faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, il est nécessaire de travailler. Sur les mêmes, sur les retraités, sur ceux qui bossent, sur les mêmes. Ceux qui se lèvent Non mais le matin. attendez, non, pas sur les mêmes. Mais on a proposé des taxes sur les rachats d'actions. Mais attendez, mais c'est la démographie. Mais regardons juste la démographie. Exactement. Si on ne change pas, qu'on tape sur les classes populaires. C'est votre vision. On a proposé une autre vision. Et visiblement, c'est notre vision qui est suivie par une majorité de Français. Mais on ne doit pas lire les mêmes documents. Je suis désolé pour vous, monsieur Malhuret, mais c'est notre vision qui est suivie maintenant par une majorité de Français. Alors attendez, votre vision, je vous le rappelle quand même, sondage sorti en début d'après-midi sur les électeurs de Marine Le Pen aux élections européennes. Certes, 57% soutiennent 53% la censure, 37% ils sont très défavorables. Donc vous avez déjà perdu plus d'un tiers de votre électorat. Non, Ah bah écoutez, c'est un sondage de cet après-midi. Et pour M. Caner, c'est 50% des électeurs. Se prendre une leçon sur notre électorat par les Républicains qui n'ont pas réussi à passer les 5%, c'est assez savoureux. Allez, on va continuer à essayer de se projeter, notamment sur le futur Premier ministre, un futur Premier ministre, Joshua Hochart, sur lequel Marine Le Pen a averti, elle ne le censurera pas d'emblée. Écoutez. Ce Premier ministre va être nommé. Nous le laisserons travailler. Il va retravailler un nouveau budget, parce qu'on ne va pas rester avec le budget de 2024, du coup, pendant des mois. Et nous allons, co-construire, pas seulement avec le Rassemblement national, avec l'ensemble des forces, encore une fois, présentes à l'Assemblée nationale, co-construire un budget qui soit acceptable pour tous. Et c'est ce budget-là qui s'appliquera aux Français. Est-ce que vous dites qu'il faut rendre la parole au peuple ? Et rendre la parole au peuple, puisqu'on ne peut pas faire d'élection législative avant le mois de juin prochain, c'est une élection présidentielle anticipée ? Mais moi, je ne pousse pas, je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen qui dit qu'elle va pouvoir co-construire le prochain budget. Est-ce qu'il va falloir faire avec le Rassemblement national, Nous ne le Patrick Caner ? souhaitons pas, voilà, c'est clair, nous ne souhaitons pas. Nous parlons du Front républicain qui a finalement gagné les élections. Monsieur Hochart, oui ou non, vous évoquez les 11 millions d'électeurs. Sur le plan républicain, vous avez tout à fait raison. La France insoumise, on verra bien. Mais je vous dis très, très simplement qu'il y a quand même 2 tiers des électeurs français qui vous ont rejeté. Désolidarisez-vous de la France insoumise, on verra bien. Acceptez-le, vous avez perdu les élections. Vous avez perdu les élections. J'aimerais bien perdre et passer de 88 à 143 députés tous les ans. Vous avez perdu les élections et vous êtes beaucoup trop de députés, ça je vous le concède. À partir de là, je considère qu'il faut trouver les voies d'un nouveau budget, c'est clair. Il faut un peu de temps. Monsieur Barnier avait dit, mais moi j'ai dû construire mon budget en 15 jours. Et il est perfectible. Donc il reconnaissait déjà, avant même de commencer le débat, que ce n'était pas terrible. Ça n'allait pas. Bon. Donc voilà, il y a une censure. Encore une fois, vous connaissez la locution latine, ordo ab chao. Du chaos vient l'ordre. Eh bien oui, alors, il faut que nous soyons tous responsables. En tout cas, ceux avec qui nous pouvons discuter de manière claire, saine, pour l'avenir de notre pays. Parce qu'encore une fois, les intérêts partisans sont sympathiques. Ce qui intéresse les Français, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir effectivement se projeter dans l'année 2025 ? Est-ce que leurs droits sociaux seront maintenus ? Est-ce que leur pouvoir d'achat sera augmenté ? On n'a pas encore parlé ici de la question salariale. Mais moi, je vous le dis,
Ce n'est pas possible d'avoir cet écrasement aujourd'hui des salaires entre une hausse tout à fait légitime du SMIC et rien au-dessus. Ce n'est pas acceptable qu'un enseignant aujourd'hui qui commence après un bac plus 5, une carrière d'enseignant dans ce pays, gagne 200 ou 300 € de plus qu'un smicard. Et je suis content pour le smicard, mais je ne suis pas content pour l'enseignant. Donc il faudra mettre tout ça sur la table, sinon on aura une crise des Gilets jaunes puissance 10. Justement, mais Patrick Canard, quand vous voyez par exemple Marie-Lise Léon ou encore Sophie Binet qui disent que les syndicats sont inquiets, qu'ils estiment que l'urgence sociale ne peut pas attendre justement quelques semaines, le temps que vous appelez de vos voeux. Ils disent il n'y aura pas de gouvernement qui tienne dans la durée s'il ne répond pas aux exigences sociales et il le faut maintenant. Tout de suite. Mais elles ont raison, parce qu'elles sont en contact direct. Mais c'est compatible avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Parce que la situation est ce qu'elle est. Donc on peut pleurer toutes les larmes du corps, mais elle est ce qu'elle est. Il y a eu une censure. Un gouvernement est tombé dans le cadre des institutions de la Ve République. Ce n'est pas un coup d'État, c'est la Ve République. Il est tombé. Alors c'est vrai qu'on n'était pas habitué depuis 1962, mais ça arrive en tant que tel. Et je crois qu'il n'y a que Claude Malhuret et moi qui avons connu la première. Qui n'a dit mot consent, Claude Malhuret. Pas très. Oui, mais je ne me rappelle plus. Moi non plus, mon cher Claude. Mais voilà, et j'ai pas de souvenir très très précis de la situation. Mais voilà. Trouve pas ça fair play, Claude Malhuret. C'est une situation qui est assez exceptionnelle. Et bien, de cette exception, essayons de trouver des solutions qui ont peut-être un caractère exceptionnel, même si elles ne durent que quelques mois pour rassurer notre pays et surtout restabiliser finalement ce que les Français demandent ça. Ils demandent de la stabilité et de la responsabilité. Le gouvernement de M. Barnier n'était pas une source de stabilité, il faut le dire clairement. Allez, on continue les réactions, celles des conférences. On va rejoindre Steve, qui se trouve avec la présidente du groupe communiste au Sénat, Cécile Cukierman. Madame Cukierman, bonjour. Bonjour. On est le jour d'après. Michel Barnier a donc été censuré par les députés à l'Assemblée nationale. Quel est le sentiment qui domine aujourd'hui chez vous ? Vous êtes soulagé ? Je crois que la question n'est pas d'être soulagé, mais nous arrivons finalement à la fin d'un processus qui, dès le départ, j'oserais dire, était mort-né et qui ne pouvait pas se terminer autrement. Il y a eu un choix fait par le président de la République de dissoudre et de ne pas tenir compte des résultats des élections législatives de cet été. Donc inévitablement, malheureusement d'ailleurs pour notre pays, les choses ne pouvaient que se terminer ainsi. Pourquoi Michel Barnier a échoué ? Mais Michel Barnier a échoué parce qu'il a mené une politique de droite, alors qu'il y a aujourd'hui, notamment à l'Assemblée nationale, une majorité de députés qui sont issus du nouveau Front populaire. Une majorité que vous n'auriez pas eue sans les voix des députés du Rassemblement national. Communistes et extrême droite qui votent ensemble, est-ce que c'est une nouvelle page qui s'ouvre ? C'est une nouvelle ère politique ? Quel est votre sentiment ? Non, mais je crois qu'on ne peut pas jouer avec la mathématique, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu une motion déposée par les voix de gauche, et ensuite c'est ainsi la processus législatif. Chacun émet les votes qu'il veut. Il n'y a eu aucun appel de la gauche à ce que le Rassemblement national vote cette motion de censure. Donc moi, je n'ai pas mélangé mes voix. Nous avons porté des choses, il y a y compris des revendications qui sont sociales, qui sont bien loin des mesures iniques, d'ailleurs, qu'a proposé le Rassemblement national, et d'un certain nombre de mesures non financées qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances. Donc il n'y a aucun mélange à faire. Et à force de faire des amalgames... Vous n'êtes pas un peu gêné quand même aujourd'hui ? Est-ce que les électeurs ne vont pas vous le reprocher ? Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est d'avoir un président de la République qui s'assoit sur la démocratie. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est d'avoir un président de la République qui volontairement a dissous l'Assemblée nationale, qui volontairement n'en a pas tiré les enseignements du scrutin et qui volontairement remet en jeu aujourd'hui le Rassemblement national pour empêcher tout espoir de gauche dans ce pays. C'est ça qui me gêne aujourd'hui, et je crois que c'est ça qui gêne aujourd'hui une grande partie de nos concitoyens. Est-ce que vous, communistes, comme les Insoumis, vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron, à l'organisation d'élections anticipées ? Non, mais je l'ai déjà dit sur cette antenne, la question n'est pas la destitution du président de la République aujourd'hui. Ce n'est pas la priorité pour les Français. La priorité aujourd'hui pour les Français, c'est que nous puissions mener des politiques, des lois, des réformes qui vont dans le sens de l'aspiration des plus défavorisés dans notre pays. Donc ce n'est pas faire ou ne pas faire une élection présidentielle, c'est aujourd'hui avoir des projets de loi, un gouvernement qui soit au travail pour l'intérêt des Françaises et des Français. Prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir, qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Je n'ose plus en attendre d'ailleurs quoi que ce soit, parce que s'il doit parler ce soir pour nous dire qu'il ne change rien, je pense qu'il vaut mieux ne pas parler.
Vous pensez qu'il n'a pas à s'expliquer aux Français devant la situation? Est-ce que vous êtes inquiète, vous, au vu de cette situation? On est un peu dans l'inconnu. C'est une situation inédite. Est-ce que, personnellement, vous êtes inquiète? Je pense d'abord que le président de la République, oui, doit s'exprimer, mais pour tirer les enseignements des 4-5 mois qui viennent de s'écouler. Donc si ce n'est pas pour faire ça... Les enseignements, c'est quoi? C'est de dire j'aurais dû peut-être nommer quelqu'un de gauche à Matignon? Ou je ne lui demande même pas de faire quelques mea culpa ou prendre les décisions pour demain qui nous empêchent en tout cas de revivre cette période d'incertitude que nous avons vécue. Parce qu'effectivement, la difficulté pour gouverner un pays, c'est quand on ne sait pas où on va et pour combien de temps on y va. Mais est-ce que cette motion de censure, ce sera ma dernière question, ne nous plonge pas encore davantage dans l'inconnu et dans l'instabilité politique que vous regrettez? Je pense qu'il y a une crise politique profonde et elle n'est pas liée à la motion de censure. Dire cela serait, je crois, se mentir aux uns et aux autres. Il y a une crise politique profonde à laquelle nous devons, les uns et les autres, répondre, poser et apporter des réponses et des solutions. En revanche, oui, la situation n'est pas simple. La France ne va pas non plus s'effondrer demain, et elle ne s'effondrera encore moins demain si nous prenons les bonnes solutions et les bonnes propositions. Merci beaucoup. Merci Mme Cukierman d'avoir répondu à mes questions. Merci Steve. Christine Lavarde, on va parler un petit peu du futur Premier ministre. Je ne vais pas forcément jouer à dire tous les noms qui traînent dans tous les journaux, comme ça a été le cas il y a 3 mois, mais quel peut être le profil du bon futur Premier ministre selon vous? Est-ce que c'est la personne qui compte ou c'est le programme? Dans l'idéal, ce serait le programme. Sauf qu'on a bien compris que si jamais on nomme un Premier ministre ce soir ou demain, il n'aura pas construit un programme de gouvernement avec les partis qui sont prêts à le soutenir dans les 2 hémicycles d'ici demain soir. Donc la réalité prend le pas. Donc c'est forcément la personnalité qu'on va chercher. Première de la personne sera justement d'arriver à créer ce consensus et cette ligne programmatique pour arriver à faire travailler ensemble un nombre de députés et de sénateurs qui suffisent pour avoir une majorité stable, le temps de voter un budget et de commencer à prendre des mesures qui, je le répète, sont indispensables. Si on ne fait rien, notre pays va s'effondrer, va continuer à reculer. Certains ne veulent pas voir cette vérité, mais pourtant c'est là que nous sommes, et nous sommes aujourd'hui tout proche d'un mur. On n'est pas encore rentré dedans, mais plus nous retardons, plus les efforts seront importants à faire. Et aujourd'hui, je n'ai pas entendu de la bouche de M. Caner me dire que oui, le Parti socialiste va se détacher de la France insoumise, va se détacher de tous les politiques qui ne respectent pas notre droit, qui vont faire des actions happening dès que ça ne leur plaît pas, jusqu'à détruire des biens parce que ça ne leur plaît pas, et qui sont prêts à rentrer dans une alliance de gouvernement qui respecte le cadre législatif et réglementaire en vigueur et qui est prêt à porter des évolutions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Oui. Et sachant que je rappelle que l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et je pense qu'il faut tous qu'on prenne en compte ce cadre. Votre propos est insultant. Il est insultant, moi je vous le dis comme je le pense. Je veux dire, vous vous adressez à un représentant d'une formation politique centenaire qui gère des collectivités territoriales, qui a géré le pays, qui était dans la résistance avec le général de Gaulle. Donc je ne peux pas accepter le fait que vous pensiez que nous soyons des irresponsables. Mais je ne vous ai pas entendu le dire. Ça fera plaisir à M. Maluret. M. Maluret vous a entendu dire que vous alliez vous dissocier de la France insoumise. Mais le Parti socialiste est un parti souverain. On vous écoute attentivement. Le Parti socialiste est un parti souverain, comme vous l'êtes, je l'espère, vis-à-vis d'autres formations NFP, quand ça vous arrange, du coup. Donc le NFP n'est qu'une alliance électorale. Je le dis, mais donc vous différenciez une alliance électorale et une alliance de gouvernement qui pourrait se faire sur la France insoumise. une alliance électorale qui aboutit à un projet politique sur lequel ont été élus des représentants à l'Assemblée nationale, mais moi je vous le dis comme je le pense, l'avenir de la France, l'avenir de la gauche, ne peut pas être dépendante de l'avenir électoral de M. Mélenchon. Donc là, vous nous dites clairement que les députés de l'Assemblée nationale du Parti socialiste ne voteront plus avec la France insoumise. Je ne suis pas à l'école. Je ne suis pas. Mais c'est ça quand même l'important. Je ne suis pas à l'école. Je vous dis que nous avons pris des positions, y compris aujourd'hui même dans une lettre adressée au président de la République, pour dire que après la censure qui était incontournable, nous souhaitons pouvoir contribuer à la gestion de ce pays, voire à le gouverner si le président nous fait cette confiance.
que je ne pense pas se profiler, très honnêtement, dans les heures Vous ne voyez pas une option d'un Premier ministre de gauche pour l'instant? Absolument pas. Mais il est clair que nous porterons un soutien à des mesures positives qui iront dans le sens. Et pour reprendre un exemple très concret, quand M. Darmanin, l'un de vos anciens amis politiques devenu macroniste, propose la loi d'orientation visant à renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie dans notre pays, le Parti socialiste, ici au Sénat et à l'Assemblée, a soutenu ce projet. Donc, merci de ne pas nous faire des procès en irresponsabilité. Vous n'avez déjà pas voté comme LFI sur un certain nombre de textes. Claude Maluret, alors le profil de ce mouton à 5 pattes, ce futur Premier ministre qui pourrait plaire à tous et ne pas se faire censurer. Moi, je pense que je ne vais pas dire autre chose que ce qu'a dit Christine Lavarde il y a un instant. On est parfaitement d'accord là-dessus. Tout le monde sait aujourd'hui, tout le monde pense qu'il faut un Premier ministre qui soit capable, sur le plan des méthodes, de réunir une majorité ou au moins une majorité relative suffisante, et sur le plan du programme, un programme qui permette justement d'accéder à cette majorité. Est-ce qu'il faut apprendre des échecs de Michel Barnier? Parce que qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Puisque son profil devait être celui-là, il n'a parlé qu'à la droite? Je ne pense pas qu'il ait parlé qu'à la droite, mais il était dans une situation, et tout chef de gouvernement est dans une situation... je vous ai dit tout à l'heure, je ne considère pas que la situation actuelle soit un échec de Michel Barnier. Je pense qu'elle est avant tout une victoire de la manœuvre tactique de cette secte qu'est LFI, qui a réussi à embrigader tout le monde dans sa volonté dans sa volonté. Oui, parce que c'est les responsables, donc je ne vais pas changer d'avis. Embarquer tout le monde dans sa crise de nerfs permanente, anti-institution, et dans son déni de démocratie. Donc je ne rajouterai rien à ce qu'a dit Christine Lavarde, si ce n'est une chose sur un plan différent, c'est que je pense que ce futur Premier ministre, chef de gouvernement, une de ses principales qualités sera probablement d'habituer les Français à changer leurs usages démocratiques pour les rapprocher de ceux d'un certain nombre de pays européens. Parce que nous ne pourrons, comme dans les pays, et notamment les pays du nord de l'Europe, nous ne pourrons traverser cette crise que si nous apprenons à discuter ensemble. Dans des coalitions, les partis se parlent. Exactement, et c'est la seule solution. La France, regardez aujourd'hui les journaux, la France est l'homme malade d'une Europe malade. Parce que l'Europe aussi a ses problèmes. Elle n'arrive plus à faire face à la concurrence des deux grands blocs que sont la Chine et les États-Unis. Et nous sommes en train de disparaître de l'histoire. Donc si demain, il nous reste un Premier 20 ministre secondes, a un but, je pense que c'est celui-là. Je suis attristé d'apprendre sur ce plateau que la dissolution était le problème. Je pense qu'un retour aux urnes, un retour au peuple n'est jamais le problème. Maintenant, concernant ce Premier ministre, puisque c'était votre question, un Premier ministre qui saura écouter tout le monde avec une ligne rouge, pas de Premier ministre, de nouveau Front populaire. Effectivement, c'est la ligne rouge du Rassemblement national. Maintenant que leurs revendications soient entendues, aucun problème, comme celle du Rassemblement national, comme celle du Bloc central. Pas de Premier ministre du nouveau Front populaire. Heureusement qu'il n'y aura pas de Premier ministre du Rassemblement national. Et visiblement pas du nouveau Front populaire, mais nous on le réclame pas. À la différence de vous, vous avez ressorti tout le vieux démon du Parti socialiste. Vous n'y croyez pas, mais vous l'avez demandé. Tout le monde a bien compris que vous n'avez pas gouverné. On gouvernera, vous en faites pas, monsieur Caner. Bien assez tôt. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans cette situation politique inédite. À 18h dans Sens Public, vous retrouvez Thomas Hugues, bien sûr, qui continue à parler de cette situation française, de cette crise politique. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.